Un hélicoptère, ça ne vole pas. Ça asservit les airs. C'est à la fois une arme de guerre et un ange gardien. C'est aussi la machine volante la plus polyvalente et un véritable miracle d'ingénierie capable de nous emporter absolument n'importe où et de nous rapatrier, nous sauvant ainsi la vie. Mais quand les cieux ne se laissent plus dompter, ils ripostent violemment, rapidement et impitoyablement. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle race d'hélicoptères conçue expressément pour le XXIe siècle. Certains les ont baptisés supercoptères. Et voici un de leurs meilleurs représentants, le EH-101 d'Augusta Westland. Vous allez découvrir comment cette petite merveille parvient à défier la gravité et à maîtriser le ciel. Quelque part au large de l'Italie, un homme est en train de se noyer. Un des hélicoptères les plus sophistiqués qui soit vole à son secours. Il s'agit du EH-101 d'Augusta Westland. Il a été spécialement conçu pour ce genre d'urgence. Ses rotors sont révolutionnaires. Ils sont actionnés par 3 des moteurs les plus sophistiqués jamais mis au point. C'est un hélicoptère énorme qui mesure près de 23 mètres, du nez à la queue, pour un poids d'environ 15 tonnes et qui peut parcourir 1450 km à près de 320 km/h. Une fois qu'il a atteint son objectif, il peut rester en stationnaire en combattant des rafales de vent de plus de 120 km/h, gagnant ainsi de précieuses secondes dans une véritable course contre la mort. Pour les requins volants de la marine italienne, cette mission d'entraînement est prise extrêmement au sérieux. Mais pour le EH-101, c'est un jeu d'enfant. Cet engin fait partie de la nouvelle génération d'hélicoptères qui prendront d'assaut les cieux du XXIe siècle. Le S-92 de Sikorsky. Le NH-90 de NH Industries. Et le EH-101 d'Augusta Westland. Voici la version américaine de ce dernier modèle. Baptisée US-101, elle a été choisie par la marine des États-Unis pour devenir le prochain hélicoptère présidentiel. Nom de code Marine 1, ce bureau ovale du ciel sera fabriqué par 3 constructeurs, Augusta Westland, Bell Helicopters et Lockheed Martin. Il sera à tout point de vue un supercoptère. Mais quel que soit le niveau technologique d'un hélicoptère, son vol est gouverné par 3 grands éléments qu'on pourrait appeler la règle de 3. Le rotor principal, les moteurs et le rotor de queue. Ces 3 éléments doivent fonctionner de concert pour qu'un hélicoptère puisse voler. Et c'est là tout le génie de la règle de 3. Le EH-101 traverse le ciel comme un oiseau-mouche. Un oiseau-mouche de 15 tonnes. C'est précisément parce que les hélicoptères comme celui-ci peuvent faire ce qu'aucun autre aéronef ne peut faire, aller où aucun autre ne peut se rendre, dans des lieux inaccessibles aux autres moyens de transport, que nous dépendons d'eux. Mais qu'un seul des composants de la règle de 3 tombe en panne, et les machines volantes se transforment en machines à tuer.
Dans des conditions normales, piloter un hélicoptère n'est que légèrement plus dangereux que piloter un aéronef à voilure fixe de la même taille. Sauf que l'hélicoptère n'a pas été créé pour des vols faciles, mais bien pour assurer les missions les plus risquées. Et parfois, nous le poussons au-delà de ses limites. À ces accidents, il y a une explication aussi simple que mystérieuse. L'hélicoptère est une machine volante qui ne veut pas voler. Le fait même qu'il y parvienne relève d'un véritable miracle de la technologie. Au sol, un hélicoptère a plus de chances de se mettre lui-même par terre en basculant sur le côté sous l'action de son rotor que de voler. Le premier composant de la règle de 3, c'est le rotor principal. Les appareils à voilure fixe volent grâce à l'écoulement naturel de l'air autour des ailes au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils sont en fait tirés par l'air. Les rotors, eux, agissent comme des ailes tournantes. L'air qui circule autour des pales permet de faire décoller l'hélicoptère. Et le rotor principal ne se contente pas de soulever l'appareil, il le fait aussi avancer en repoussant l'air vers l'arrière. En vol, à chaque seconde, le rotor énorme du EH-101 déplace jusqu'à 45 tonnes d'air. Les 15 tonnes de l'hélicoptère sont suspendues à 5 ailes rotatives. Le rotor principal de cet engin est une petite merveille de la technologie dont la mise au point a duré plusieurs décennies. Mais l'épopée du rotor dépasse le simple cadre de l'ingénierie. En effet, elle a tout bonnement changé l'histoire. Le rotor a gagné ses lettres de noblesse en temps de guerre. Et depuis lors, les cieux n'ont plus jamais été les mêmes. Concevoir des engins aussi perfectionnés que les supercoptères d'aujourd'hui revient à créer un robot qui saurait danser. Il nous a fallu presque aussi longtemps pour résoudre les mystères du vol vertical que pour atteindre la Lune. Dans l'Italie de la Renaissance, au XVe siècle, Léonard de Vinci imagine une machine volante qui monterait à travers le ciel comme une vis infinie à travers un morceau de bois. Les supercoptères d'aujourd'hui n'utilisent pas de vis, mais un rotor tourbillonnant. C'est le premier et le plus important des éléments de la règle de 3 qui gouverne le vol de tous les hélicoptères. Les premières pales étaient en bois. Cette surface portante rotative offrait un semblant de sustentation, mais c'était à peu près tout. Au fil de décennies d'études, les rotors devinrent plus polyvalents et plus robustes, et ils firent sortir les hélicoptères des coulisses de l'aéronautique pour les placer en première ligne d'une guerre. Ce conflit allait durer 20 ans et mobiliser 3 millions de soldats américains. Ce fut la guerre du Vietnam. Ce n'est qu'au moment de la guerre du Vietnam que l'hélicoptère est arrivé à maturité. À l'époque, des centaines, si ce n'est des milliers d'hélicoptères étaient déployés sur un même théâtre d'opération. L'hélicoptère qui domine alors les cieux est fabriqué par Bell. Il s'agit du UH-1 Huey, qui devient le premier supercoptère de l'histoire. C'est le premier appareil militaire américain mu par une turbine et il est équipé d'un rotor principal qui compte sûrement parmi les plus robustes. La première fois que j'ai vu un Huey et que j'ai tiré sur le manche, j'ai eu l'impression de tomber vers le haut, tellement il avait de puissance pour gagner de l'altitude. C'était étonnant. Même si des rotors entièrement métalliques ont déjà équipé d'autres hélicoptères par le passé, le rotor et les pales de 13,50 m du Huey s'imposent comme un nouvel étalon de solidité. Quand je me faisais tirer dessus par des armes de petit calibre, généralement, je m'en sortais bien. Robert Mason est devenu un des pilotes de légende du Vietnam. Et son livre raconte comment lui et son Huey ont survécu à cette guerre et à des mésaventures incroyables.
Une fois, je devais être le dernier encore dehors et il fallait que j'embarque tout le monde. Les gars sont tous montés, mais il y en avait un de trop. Alors je ne pouvais pas le laisser là. Son appareil étant dangereusement surchargé, Robert Mason n'a alors qu'une solution, voler droit en direction d'un bosquet en pleine jungle. Je me suis dirigé vers les fourrés, en espérant pouvoir accélérer suffisamment pour passer par-dessus. Mais comme je n'ai pas réussi, il a fallu que je les traverse. Et l'hélicoptère est passé en taillant les branches avec ses pales, en transportant 6 ou 7 GI qui hurlaient à l'arrière. J'adore cet engin. Si le Huey a été le supercoptère du XXe siècle, le EH-101 est en course pour ce titre au XXIe siècle. Et à l'instar de son illustre prédécesseur, il dispose d'un rotor principal qui fait aujourd'hui son succès. À une différence près, le rotor du Huey était métallique, alors que l'intérieur des pales du EH-101 est en papier. Grâce à une technologie de pointe et des matériaux composites comme des fibres de verre et de carbone, ces rotors sont bien plus légers et plus solides que leurs homologues, tout en métal. Un cœur en nid d'abeille est moulé avec des morceaux de mousse et taillé à des dimensions précises. Les pales sont ensuite enroulées de plusieurs couches de fibres composites, puis cuites dans un four spécial pour devenir aussi dures que l'acier. Enfin, une fois équipées de bords d'attaque en titane, les pales sont fin prêtes à passer à l'action. Lorsqu'une balle frappe une pale entièrement métallique, cela provoque des fissures sur toute sa longueur. Mais lorsqu'une balle transperce une pale en matériaux composites, les fibres tissées autour du point d'impact ne sont pas abîmées. Mais voici ce qui différencie vraiment ces pales des autres. Ce sont les extrémités de forme parabolique. Cette innovation a permis de résoudre virtuellement deux problèmes majeurs dont souffrent les hélicoptères de combat. Le bruit du rotor qui avertit l'ennemi de votre approche. Et les tourbillons de sable susceptibles d'aveugler les pilotes au décollage et à l'atterrissage dans le désert. Pour un hélicoptère, il n'y a rien de plus difficile que d'exfiltrer des otages d'une zone ennemie, a fortiori si cette zone se situe en plein désert. Et aucune mission de ce genre n'a été un fiasco aussi retentissant que Eagle Claw en 1980, dont le but était de libérer des citoyens américains prisonniers en Iran. Le désert s'est transformé en enfer des hélicoptères, et la mission s'est soldée par la mort de 8 Américains. Mais si elle devait se dérouler aujourd'hui avec un supercoptère, son issue serait certainement différente. Un des plus gros handicaps dont souffrent les hélicoptères dans les missions de type Eagle Claw, c'est le bruit que font les rotors, car l'ennemi vous entend arriver. L'essentiel de ce bruit est provoqué par l'extrémité des pales qui tranchent l'air à une vitesse supersonique. Ce bruit si repérable est en fait un enchaînement de mini-murs du son qui se produisent au bout des pales. D'où l'avantage des extrémités à forme parabolique. Ces dernières leur permettent de ralentir la vitesse de rotation des pales tout en offrant la même sustentation et la même propulsion. Comme leurs pales ne provoquent plus de bang, les soldats qui ont piloté l'EH-101 au combat affirment que c'est un des hélicoptères les moins bruyants du monde. Un des gros problèmes auxquels nous nous heurtons, c'est la détection. Cet appareil a pour avantage de s'approcher de son objectif de manière relativement silencieuse. On ne l'entend que quelques secondes avant qu'il arrive. Mike Stengroom est pilote à l'escadron 28 de la Royal Air Force. Il est aux commandes du tout nouveau fleuron de l'armée de l'air britannique, le H-101. Nous pouvons partir seuls en terrain hostile en toute sérénité. Les hommes de l'escadron 28 s'entraînent sans relâche pour effectuer des missions au-delà des lignes ennemies. Timing, positionnement et vitesse doivent être soigneusement coordonnés. Mais l'élément clé qui déterminera le succès ou l'échec d'une mission, c'est la furtivité. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Il y a peut-être un ennemi sur place et ça risque d'être chaud. Et si l'ennemi vous entend arriver, l'atterrissage ne sera peut-être pas seulement chaud, mais mortel.
Les pales à extrémité parabolique de l'EH-101 lui permettent de secourir des soldats en traversant l'espace aérien ennemi sans se faire remarquer. Ainsi, l'effet de surprise est préservé lors des missions les plus périlleuses. Le groupe de recherche et sauvetage au combat repère son objectif. Rapier 1, ici Avoc 01. Vérification radio, à vous. Et fait appel au EH-101 pour l'exfiltration. Avoc 01, reçu. Nous préparons le blessé. 1 minute, les gars. Mais si ce sauvetage n'était pas un exercice, et s'il se passait au milieu du désert, comme ce fut le cas lors de la mission Eagle Claw, l'hélicoptère et ses occupants auraient eu affaire à un danger aussi redoutable que les tirs ennemis. Les tempêtes de sable provoquées par la rotation des pales, qui sont susceptibles d'aveugler les pilotes lors des atterrissages et des décollages, sont responsables d'une bonne partie des accidents. Mais les pales à extrémité parabolique de l'EH-101 lui permettent de faire face au sable du désert d'une manière que même les ingénieurs n'avaient pas anticipée. Contrairement aux autres pales, celle-ci concentre l'essentiel du vent rabattant vers l'extérieur, ce qui a pour effet de ménager une zone circulaire dégagée au milieu du tourbillon de sable. Ainsi, les pilotes peuvent voir le sol en dessous d'eux. Le pilote vole dans ce trou. Il a une visibilité excellente durant 90% de l'approche et au moment difficile, il voit la zone d'atterrissage sans problème. Et ce qui marche pour le sable, marche aussi pour la neige. Les pales à extrémité parabolique s'affranchissent des tourbillons de neige comme des tourbillons de sable. Mais le rotor de l'EH-101, si avancé soit-il, ne serait rien sans ce qui se trouve sous son capot et sur sa queue. Sans un moteur puissant et un rotor de queue pour contrôler les déplacements, un hélicoptère est condamné. La règle de 3 fait s'affronter la physique et les forces de la nature. Et quand tout marche comme il faut, un hélicoptère peut accomplir des prouesses dont même Léonard de Vinci n'aurait pas rêvé. Sous les pales tourbillonnantes de l'EH-101 se cache le cœur de la machine volante. 6000 chevaux permettent à cet engin de 15 tonnes de traverser le ciel. Voici le deuxième composant de la règle de 3, la turbine. Et il n'y en a pas qu'une, mais 3. Chacune d'elles est aussi grosse que le moteur d'une berline, mais 10 fois plus puissante. Si les moteurs qui équipent les aéronefs à voilure fixe fournissent la poussée, ceux d'un hélicoptère actionnent le moyeu et les pales. C'est une espèce d'hélice géante qui fait circuler l'hélicoptère à travers les cieux. Ces moteurs doivent faire tourner le rotor toujours à la même vitesse, quel que soit le vent ou les manœuvres effectuées par le pilote. Cela revient à exiger d'un moteur de voiture de maintenir constamment la même vitesse, quelle que soit la pente à négocier. Évidemment, les moteurs ne doivent pas caler. Il faut impérativement qu'ils fonctionnent, quelles que soient les conditions. Qu'à cela ne tienne, les moteurs des supercoptères du XXIe siècle ont été expressément conçus dans ce but. Ils fournissent la puissance nécessaire que les moteurs des générations antérieures n'étaient pas en mesure d'apporter. L'escadron 28 de la Royal Air Force est à l'entraînement. Sa mission, suivre et intercepter une voiture lancée à toute vitesse. Ces hommes jouent le rôle de terroristes en cavale.
D'une altitude élevée, le H-101 fond sur sa proie presque à la verticale. Il plonge en piqué jusqu'à une quinzaine de mètres du sol à plus de 320 km/h. Ensuite, il effectue une figure incroyable digne des montagnes russes. Ses moteurs encaissent le choc de la manœuvre sans le moindre raté. Puis, l'hélicoptère se pose au milieu d'un maelstrom de poussière. C'est une démonstration de force impressionnante. Elle a pour but d'effrayer et de désorienter les individus visés afin que les hommes des forces spéciales qui ont jailli de l'appareil puissent les arrêter. En quelques secondes, tout est terminé. Il ne reste plus qu'une voiture vide et un ciel vide. Une telle manœuvre est rendue possible grâce à la puissance et la précision gérées par l'ordinateur des moteurs de l'EH-101. Pour comprendre comment il fonctionne, revoyons la scène. Au départ, le plongeon. L'hélicoptère pique presque à la verticale, ses pales tournant au rythme régulier de 214 tours minute, mais sans déplacer beaucoup d'air. Pour les moteurs, c'est la partie facile. À une quinzaine de mètres du sol, l'hélicoptère se stabilise pour l'assaut. Les pales tournent pour repousser l'air vers l'arrière et propulser le H-101 à sa vitesse maximale de 320 km/h. Les moteurs doivent dès lors supporter la contrainte supplémentaire et toujours assurer une rotation de 214 tours minute. Chaque rotation est communiquée au moteur par les ordinateurs embarqués. Mais voici le moment qui prouve que ces moteurs se distinguent de leurs prédécesseurs. C'est cette figure aérienne extraordinaire où on passe de la vitesse maximale à l'arrêt complet avant de repartir. La manœuvre consiste à faire tourner l'aéronef de 180 degrés et de passer de la vitesse maximale à 0 sur une distance très courte. Vous pouvez constater que c'est une manœuvre très brutale. Les pales griffent l'air, d'abord pour arrêter l'aéronef, puis pour lui faire faire demi-tour et enfin pour le faire atterrir. Les contraintes infligées au rotor sont énormes et elles se transmettent directement au moteur. Si ces derniers calaient, comme cela pouvait arriver sur les modèles de vieille génération, l'hélicoptère de 15 tonnes s'écraserait. Mais les moteurs de l'EH-101 absorbent le choc de la manœuvre et continuent de faire tourner le rotor à allure constante, tout en effectuant un violent virage à 180 degrés. Et s'il arrivait qu'un des moteurs tombe en panne ou soit endommagé par un tir ennemi, l'ordinateur avertirait les deux autres moteurs pour qu'ils compensent le manque de puissance. L'hélicoptère pourrait alors non seulement continuer à voler, mais même poursuivre sa mission. Sur le champ de bataille, il faut un maximum de systèmes redondants et de fiabilité, car ainsi, en cas de dégâts, on peut quand même poursuivre la mission. L'essentiel du poids que les premiers hélicoptères soulevaient était en fait celui de leur moteur à piston lourd et peu puissant. La mise au point des moteurs à turbine à la fois plus légers et nettement plus puissants dans les années 50 a permis aux hélicoptères d'emporter des charges bien plus lourdes.
Ce qui était autrefois un gymnaste des airs s'est alors transformé en bête de somme capable de transporter jusqu'à 40 tonnes de fret. Si le EH-101 n'a pas été conçu comme un poids lourd, il est néanmoins capable de transporter un camion ou une cinquantaine de réfugiés dans sa soute. Surtout, ces 3 moteurs gérés par ordinateur lui permettent de faire des stationnaires impeccables par des vents de plus de 80 km/h. C'est un avantage non négligeable quand il faut rapidement faire débarquer un peloton au complet sur un théâtre d'opération. Dans la règle de 3 qui gouverne le vol d'un hélicoptère, le rotor principal assure la portance et la propulsion. Et le moteur, l'apport de puissance de manière constante. Mais sans le dernier composant, même les supercoptères se transformeraient en véritables toupies. Cet élément est la 3e clé indispensable au bon fonctionnement d'un hélicoptère. Et en cas de pépin, à ce niveau, gare aux dégâts. Du gros temps, un carburant à haut indice d'octane et un hélicoptère en stationnaire à l'aplomb du pont d'un navire de guerre en haute mer. Cet EH-101 de la Royal Navy, la marine de guerre britannique, va se ravitailler en carburant sans se poser. C'est une des manœuvres les plus difficiles qu'on puisse demander à un hélicoptère et à son pilote. Et encore le fait-on rarement. Mais c'est le genre d'opération à haut risque pour lesquelles on a conçu les supercoptères. On économise ainsi le temps précieux qu'aurait nécessité un appontage pour refaire le plein. Son rôle principal est la protection des forces. Il doit donc rester en l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an en quête d'une menace de surface, c'est-à-dire un bateau, ou sous-marine, c'est-à-dire un sous-marin. Lors de ce ravitaillement, le EH-101 reste en stationnaire à la perfection. Ces turbines puissantes actionnent ces 5 pales qui lui permettent de rester en l'air, immobile. Mais pour l'approcher de plus en plus près du navire et de la perche de ravitaillement, c'est le 3e et dernier composant de la règle de 3 qui entre en jeu. Le rotor de queue. Le navire de 5000 tonnes et l'hélicoptère de 15 tonnes sont désormais reliés par un tuyau dans lequel s'écoule un carburant volatile. Il n'y a pas de place pour la moindre erreur. Mais le H-101 ne bouge absolument pas, grâce à la précision de manœuvre que lui autorise son rotor de queue. Le rotor de queue est absolument fondamental pour qu'un hélicoptère puisse voler. Disons que c'est la queue qui remue le chien. Une fois ravitaillé, le H-101 s'écarte pour une mission qui va solliciter les capacités pour lesquelles il a été spécialement conçu. La chasse et la lutte anti-sous-marine. Le H-101 repère et poursuit les sous-marins à l'aide d'un sonar embarqué sophistiqué ultra secret. Il se rapproche de son objectif et se positionne en stationnaire. Ensuite, il mouille le pire cauchemar d'un sous-marinier, une antenne sonar ultra performante. Sous la surface, cet appareil d'écoute s'ouvre comme un parapluie high-tech qui emprisonne le sous-marin ennemi dans un filet sonar. Si cet exercice n'en avait pas été un, le sous-marin aurait été acculé, attaqué et détruit par une des 4 torpilles autodirectrices Stingray équipant le EH-101. Mais ce dernier peut aussi emporter des grenades sous-marines ou encore des missiles anti-navires à trajectoire rasante pour détruire les bâtiments de surface. Pour remporter cette bataille navale, le H-101 a fait appel à son rotor de queue. Le rôle principal de cet élément consiste à contrer le couple, la rotation puissante générée par le rotor principal. Ce dernier imprime un mouvement circulaire au fuselage dans un sens,
tandis que le rotor de queue le pousse dans l'autre. En contrôlant la quantité d'air expulsée par le rotor de queue, le pilote se sert de ce dernier comme d'un gouvernail. De toutes les difficultés que les premiers ingénieurs en aéronautique ont eu à résoudre, celle d'empêcher l'hélicoptère de faire la toupie autour de l'axe du rotor principal a sûrement été la plus difficile. On a d'abord envisagé la solution des rotors coaxiaux contrarotatifs, puis celle des birotors en tandem, la rotation du deuxième annulant celle du premier. Ce système, qui apportait un premier élément de solution, a également offert aux Chinook, fabriqués par Boeing, une portance supérieure à celle des appareils à un seul rotor. Mais c'est la mise au point du rotor de queue qui va conférer à l'hélicoptère une maniabilité sans pareille. On choisit la direction où on veut aller, quand on veut y aller et la vitesse à laquelle on veut y aller. L'opposition entre les deux rotors est une sorte de combat permanent de David contre Goliath. Et la perte ou la panne du rotor de queue est le pire cauchemar d'un pilote d'hélicoptère. Un des accidents que les pilotes redoutent le plus, c'est la perte de tout contrôle sur le rotor anti-couple. En d'autres termes, si ce dernier ne fonctionne plus, on ne peut plus voler en ligne droite. L'hélicoptère devient instable et bien souvent, malheureusement, ça se solde par un accident. Lors de missions de sauvetage ou d'évacuation difficiles en terrain accidenté, le rotor de queue est particulièrement vulnérable. Des trois composants qui maintiennent un hélicoptère en l'air, c'est en général celui qui frôle le plus le sol. C'est pourquoi celui de l'EH-101 se situe haut sur la queue, à près de 2,75 m du sol. Tous les pilotes le savent. Perdre le rotor de queue, même momentanément, peut sonner le glas de l'hélicoptère et de ses passagers. En effet, l'appareil se met à faire la toupie de manière incontrôlable. Lorsque l'appareil s'écrase, il se disloque et ses passagers se retrouvent écrasés sous l'amas de métal. Mais beaucoup d'accidents surviennent lorsqu'on en demande trop à cette machine volante. Les tâches qu'on leur affecte sont très dangereuses. On leur demande des choses impossibles pour d'autres aéronefs. Monter sur les flancs de l'Everest pour récupérer un alpiniste à 6400 mètres ou voler dans l'œil d'un cyclone pour secourir des gens. Les hélicoptères sauvent des vies car ils sont le moyen le plus rapide d'évacuer des gens jusqu'à un hôpital. Nous utilisons les hélicoptères pour des tâches aussi périlleuses, car aucun autre moyen de transport n'est en mesure de faire aussi bien. Ils peuvent traverser un ouragan et voler au secours de gens qui, sans eux, seraient condamnés. Ils peuvent affronter les feux de forêt en plongeant au cœur du brasier et en larguant de l'eau là où aucun homme ni aucune autre machine ne peuvent aller. Ils servent d'ambulance aérienne, d'anges gardiens rapides comme l'éclair, dans le cadre d'interventions où quelques minutes, voire quelques secondes, font parfois la différence entre la vie et la mort. L'hélicoptère est le champion des malades et des blessés. Lorsqu'une catastrophe naturelle se déchaîne, comme le tsunami en Asie du Sud-Est, laissant derrière elle des millions de sans-abri au milieu d'un périmètre où routes et pistes d'atterrissage ont été dévastées, c'est l'hélicoptère, et lui seul, qui peut apporter secours et espoir. Ce fut l'un des ponts aériens parmi les plus importants de l'histoire. Des milliers de tonnes d'aide humanitaire furent acheminées dans des zones inaccessibles pour sauver des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. La toute dernière génération de supercoptères repousse les limites du vol vertical. Mais on doit ajouter un quatrième composant à notre règle de 3. L'homme assis dans le siège du pilote. Maîtriser les mouvements d'un hélicoptère nécessite d'utiliser ses deux mains et ses deux pieds et d'être parfaitement sûr de soi. Car lorsqu'on est aux commandes d'un supercoptère de plusieurs millions d'euros,
On n'a pas le droit à la moindre erreur. Rares sont les prouesses plus difficiles que dompter un hélicoptère. On raconte que si vous pouvez sauter en vous frottant le ventre d'un geste circulaire et la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les yeux fermés, vous pouvez piloter un hélicoptère. C'est le pilote qui fait de l'hélicoptère une machine à sauver des vies. Ou une arme de guerre. La règle de 3, le rotor principal, les turbines et le rotor de queue, permettent à l'hélicoptère de voler. Mais il faut forcément quelqu'un aux commandes. En fin de compte, tout repose sur le pilote. Et je crois qu'il faut une race de pilotes hors du commun. À tout instant, on peut monter ou descendre. Aller à droite ou à gauche. En avant ou en arrière, ou faire un mélange de tout ça. Mais il faut au pilote une coordination et une concentration exceptionnelles pour y parvenir. Massimo Porro commande l'escadron numéro 1 de la marine italienne, les requins volants. Il nous montre la relation extraordinaire existant entre le rotor de queue et le rotor principal. Ses deux mains s'occupent du rotor principal, la manette de gauche faisant monter et descendre l'hélicoptère, celle de droite gérant les autres directions. Avec ses pieds, il contrôle le rotor de queue, modifiant le pas des pales pour faire aller l'aéronef dans la direction voulue. Les pédales actionnent les pales du rotor de queue. Et cela pour contrer le couple du rotor principal. Ça nous permet d'orienter l'hélicoptère là où on veut aller. Mais la coordination doit être impeccable. Car comparé à un aéronef à voilure fixe, l'hélicoptère est un appareil instable par nature. Mais pour qui maîtrise la règle de 3, l'hélicoptère offre des sensations incomparables. C'est comme enfiler un costume le matin qui me permet d'accomplir des exploits surhumains. Vous ne volez plus, vous devenez la machine. Les supercoptères d'aujourd'hui sont plus que de simples hélicoptères. Derrière le poste de pilotage de l'EH-101 de la Royal Navy se cache un centre de commande et de contrôle sophistiqué capable de gérer un combat terrestre ou maritime. De tirer des missiles performants pour détruire un sous-marin ou un navire de surface ennemi. Ou encore d'accomplir des missions de reconnaissance et de surveillance électronique. Ces appareils sont tellement à la pointe de la technologie qu'ils peuvent même voler tout seuls. Les puissants ordinateurs embarqués de l'EH-101 gèrent un des pilotes automatiques les plus sophistiqués jamais installés sur un aéronef. Ce petit bijou peut placer l'hélicoptère de 15 tonnes en stationnaire à 12 mètres d'altitude le long d'un navire se déplaçant en haute mer sans que le pilote ait besoin de toucher les commandes. Au combat, le pilote automatique assure une bonne partie des manœuvres de vol pour que le pilote puisse se concentrer sur sa mission. Malgré tout, il y a toujours un homme au cœur de la machine. Quel que soit le degré de sophistication du pilote automatique, seul un pilote de chair et de sang peut faire se poser le EH-101. Ces hommes s'entraînent dans un monde virtuel. Ils se forment dans un des simulateurs de vol les plus performants du monde. Dans cette sphère d'acier de 7,30 m de diamètre, se trouve une réplique exacte du poste de pilotage d'un EH-101 et un écran au graphisme très réaliste. Les mouvements de l'hélicoptère sont reproduits avec fidélité par des vérins hydrauliques actionnés par les ordinateurs.
La peur est bien présente, croyez-moi. Quand vous volez près du bateau, et que vous parcourez les 800 derniers mètres en approche du pont, de nuit, par mauvais temps, que le navire tangue et roule, et que l'éclairage tactique est au minimum. Je me suis fait de belles frousses en simulateur, car il est très réaliste. Pour vous dire la vérité, j'en suis ressorti blanc comme un linge et tout tremblotant. Il faut investir la bagatelle de 3 900 000 € pour former un pilote, afin qu'il puisse un jour sortir de ce jeu vidéo haut de gamme et piloter pour de vrai. Mais quand l'aéronef que vous pilotez coûte près de 80 millions d'euros, vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser s'écraser. Aussi, dans la salle de contrôle du simulateur, les instructeurs concoctent les scénarios les plus cauchemardesques à l'attention des futurs pilotes. Des catastrophes bien trop dangereuses pour être simulées à bord d'un vrai EH-101. On simule des pannes importantes et des crashs. Les situations les plus épineuses sont celles où on fait face à des pannes, comme continuer de voler et revenir au bateau, à 200 000 nautiques, avec 2 moteurs seulement et les équipements de radionavigation en rideau. L'entraînement ne cesse jamais. Même les pilotes les plus chevronnés doivent repasser régulièrement un certain nombre d'heures en simulateur pour conserver leur maîtrise de l'EH-101. Ces hommes ne se considèrent pas tant comme une élite que comme des vénards. Le père de l'hélicoptère, Léonard de Vinci, aurait adoré piloter cet engin. Je l'imagine bien nous lancer. Je vous l'avais bien dit, il y a 500 ans, je vous avais dit qu'on y arriverait. Et le voilà, l'hélicoptère par excellence. L'ère de l'hélicoptère vient de commencer. Mais elle est déjà brillante. En temps de guerre, de paix ou en cas de drame, l'hélicoptère va là où nul autre aéronef ne peut se rendre. Aujourd'hui, la science du vol vertical atteint peut-être son expression la plus raffinée. Voici venu le temps des supercoptères.